Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal sur For You Télévision. Les titres. En Guinée-Bissau, 3 ministres limogés le lendemain de leur nomination. Alors que les membres du nouveau gouvernement de la Guinée-Bissau devraient prêter serment vendredi 10 juin, certains des nouveaux ministres ont réussi l'exploit de ne pas se présenter à la cérémonie d'investiture. Cela a donc provoqué la colère du président Umaro Sissoko Embalo qui a décidé de les limoger immédiatement. Visite de Macky Sall du côté de l'Élysée. Le Mali a été dégusté à toutes les sauces entre les deux homologues. Pour Emmanuel Macron, il faut à tout prix maintenir la pression sur les autorités de transition malienne. Des dires qui ont visiblement été approuvés par l'homme de la Teranga. Sport, football, les footballeurs africains victimes de marginalisation ou encore de racisme. La question s'oppose avec acuité au regard des différentes éditions des Ballons d'Or. L'édition 2022 n'est pas en reste car cette édition ne verra pas l'ombre d'un seul noir malgré les compétences connues de tous. Et donc, bonsoir et bienvenue à cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Démarrons cette édition, si vous le voulez bien, avec des informations économiques sur le continent africain. Direction donc la Côte d'Ivoire, où donc depuis ce matin se tient justement l'Africa CEO Forum, encore connu comme étant le Davos africain, un mois donc après la COP 15, sur la désertification et la dégradation des terres qui s'est également tenue à Abidjan. Les décideurs économiques seront aussi jugés donc sur leur capacité à proposer des solutions de développement qui respectent l'environnement. Il s'agit de l'Africa CEO Forum qui a donc ouvert ses portes ce lundi 13 juin à Abidjan, 2 années après la dernière édition en présentiel. Les acteurs économiques du continent, chefs d'État et ministres, soit plus de 1500 participants, sont invités à échanger sur l'avenir économique de l'Afrique et les opportunités d'investissement dans le cadre de l'Africa CEO Forum. Ce sommet intervient dans un contexte de crise successive car un constat fait état de ce que les temps les plus douloureux de la pandémie s'éloignent pour laisser place à la reprise économique. Mais un nouveau nuage menaçant donc pointe à l'horizon de la croissance économique. Il s'agit de l'inflation et la crise alimentaire. L'Afrique souffre actuellement de sa grande dépendance vis-à-vis justement du reste du monde dans un contexte de guerre en Ukraine. Ressources alimentaires, stockage de données informatiques, production de médicaments, les États africains visent une plus grande autonomie sur l'économie. Et nous restons en Côte d'Ivoire pour parler du plan national de développement 2021-2025 qui a donc finalement reçu le financement de la Banque mondiale. Et donc ce plan national de développement tout simplement va permettre aux populations ivoiriennes de se lancer donc dans la transformation structurelle du pays, mais également encourager non seulement le secteur public, mais également privé. Après donc les différentes planifications de l'action publique de 2012 à 2020, c'est donc autour du plan national de développement 2021-2025 d'entrée en scène. Koumabité nous en dit plus. Selon le ministre Kabagnal du plan et du développement pour la période 2021-2025, le PND va prendre en compte les priorités des visions internationales de développement économique et social, notamment les objectifs du développement durable des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il va aussi s'aligner sur la vision nationale de développement à long terme issue à la fois de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2030. L'ambition étant énorme et le défi plus grandiose. Pour le relever, le pays veut aller méthodiquement. À cet effet, il entend mettre l'accent sur certains piliers d'après le ministre. Ainsi, il s'agit pour le pays de procéder à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes, mais aussi au développement du capital humain et la promotion de l'emploi sans oublier le secteur privé et la solidarité nationale de l'action sociale. Le développement régional et équilibré, la préservation de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique. De plus, le renforcement de la gouvernance
la modernisation de l'État et la transformation culturelle sont également inscrits sur le carnet des actions dans le cadre de ce programme national de développement. Notons que sur la base de ces 6 piliers, il est prévu des investissements sur la période 2021-2025 estimés à près de 59 milliards, environ 100 milliards de dollars américains, soit en pourcentage de 74% d'investissements privés et de 26% d'investissements publics. À travers ce programme, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création des richesses et d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous sommes à présent en République de Guinée où justement un collectif de l'opposition veut tout simplement braver l'interdiction du gouvernement justement à manifester. Il s'agit du Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, qui appelle donc à manifester le 23 juin prochain contre, disent-ils, la volonté manifeste du CND à s'éterniser au niveau du gouvernement. Un affront aux forces militaires justement qui tiennent justement le gouvernement, qui fait craindre la montée des violences dans le pays. Kwetu nous en donne plus de précisions. Le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC de Guinée-Conakry, appelle à une manifestation citoyenne et pacifique le 23 juin dans le secteur de Conakry pour réclamer, disent-ils, un délai raisonnable et consensuel, autre que les 36 mois retenus par les forces militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Cet appel à manifester sonne comme un affront au pouvoir militaire en place qui a interdit le 13 mai dernier, pour 3 ans, toute manifestation de nature à compromettre l'exécution correcte des activités devant conduire au retour des civils au pouvoir. Dans un communiqué, le FNDC dénonce, entre autres, selon ses termes, la volonté manifeste de la junte de s'éterniser au pouvoir et son refus du dialogue et sa gestion unilatérale des affaires. Les marches du 23 juin seraient ainsi une ouverture au dialogue initié par le FNDC qui est familière à des actions contestataires puisqu'en 2019 et 2021, ce collectif avait orchestré la mobilisation contre un 3e mandat d'Alpha Condé. Des Earls auraient alors fait des dizaines de morts civiles, ce qui fait craindre à une escalade de violence si cette marche du 23 juin est effective. Comme annoncé en titre du côté de la Guinée-Bissau, c'est bien sûr le président de la République, Umaru Sissoco Embalo, qui frappe donc du poing sur la table, car par décret, le vendredi 10 juin, le chef de l'État a limogé 3 des ministres nommés. Leur péché est de n'avoir pas pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement ce même vendredi et n'ont fourni aucune explication justifiant leur absence. C'est ce que précise la présidence dans un communiqué qui informe justement qu'il est mis fin aux fonctions des ministres Thierno Diallo de l'Éducation, Fernando Diaz des Ressources naturelles et Mario Fombe de l'Énergie et Industrie. Les 3 ministres limogés sont tous membres du Parti de la Rénovation sociale, une formation justement membre de la coalition au pouvoir menée par le parti présidentiel MADEM. En mai dernier, le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo avait déjà dissous le Parlement accusé de corruption tout en maintenant le Premier ministre Nuno Gomez Nabiam. Celui-ci vient donc de former un nouveau gouvernement dont l'un des prochains défis est bien sûr l'organisation des législatives anticipées. Le président Embalo a donc nommé à titre de rappel jeudi 9 juin un gouvernement de 36 membres, donc 24 ministres et 12 secrétaires d'État. Mais justement, au lendemain de ces nominations, comme annoncé à l'entame de ses propos, Umaru Sissoco Embalo a donc limogé 3 ministres d'entre eux. Du côté du Mali, à présent, nous tendons vers l'élaboration d'une nouvelle constitution, car le gouvernement de transition a donc adopté le 10 juin un décret signé par le président Assimi Goïta portant création d'une commission de rédaction d'une nouvelle constitution pour le pays. Cette démarche vise à faciliter le retour à l'ordre constitutionnel et au pouvoir civil, comme le précise ce reportage de Mohamed Bachir Laden.
Il est créé auprès du président de la transition une commission de rédaction chargée d'élaborer un avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation de l'État. C'est ce qu'indique le décret signé par le président Assimi Goïta et dévoilé le vendredi 10 juin. Elle sera composée d'un rapporteur général adjoint, des experts et d'un personnel d'appui. Selon le décret de création, la commission peut faire appel à des personnes ressources dans le cadre de sa mission. Elle pourra, par exemple, consulter l'ensemble des forces vives de la nation, dont les partis politiques et la société civile, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix dans le nord du Mali, les syndicats, les organisations religieuses ainsi que les autorités traditionnelles pourront également apporter leur contribution conformément au décret présidentiel. Cette annonce survient tout de même alors que le président de la transition a signé le 6 juin un décret stipulant que les militaires gouverneraient jusqu'en mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue de cette période. Le timing choisi par le gouvernement malien ne doit rien au hasard. La signature du décret du 6 juin a eu lieu 2 jours seulement après que la CEDEAO s'est réunie à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré à l'examen de l'évolution de la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Cela n'a permis aucune avancée sur les processus de transition en cours dans les 3 pays et l'organisation ouest-africaine a reporté ses prises de décision à son prochain sommet le 3 juillet. Et nous parlons encore dans ce journal de l'actualité au Mali, ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est quasiment mangé à toutes les sauces. Et nous y revenons avec cette visite du président sénégalais Macky Sall, du côté bien sûr de l'Élysée. C'était également vendredi dernier. Et c'est donc à l'issue de cette visite que l'on a pu comprendre que le président français Emmanuel Macron n'a toujours pas dit son dernier mot après son bilan militaire et diplomatique taxé de catastrophique au Mali, car suite à l'autodétermination des peuples maliens de se prendre eux-mêmes en charge et de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes politiques et sécuritaires, les relations franco-maliennes se sont totalement dégradées. Mais l'Élysée a encore, dans la nostalgie des années impérialistes, n'a toujours pas dit son dernier mot. Et donc, lors d'une visite à l'Élysée, vendredi 10 juin, le président sénégalais Macky Sall a donc échangé avec son homologue Emmanuel Macron sur la question du Mali. Et donc, pour Emmanuel Macron, il faut à tout prix maintenir la pression sur les autorités de la transition à Bamako, car plus le temps passe, plus elles éliminent ses opposants et plus elles s'installent dans le confort relatif qui va donc avec la protection que lui apporte la Russie. C'est du moins ce qu'a expliqué la présidence. Et donc Emmanuel Macron, qui n'a jamais pu consommer jusque-là la rupture définitive entre Paris et Bamako, pense que la présence russe est alors la garde prétorienne d'un régime qui a pour objectif de se protéger. Une idée également partagée par son homologue sénégalais qui préside actuellement l'Union africaine. Les 2 chefs d'État ont justement partagé leurs préoccupations sur la manière de faire de la Russie et notamment les crimes qu'il commet, à en croire leur dire. Et donc selon la présidence, il faut tout simplement que la Russie parte du Mali. Le Burkina Faso également à l'honneur dans ce grand journal avec une attaque dans le nord du pays qui a donc fait plusieurs morts et des milliers de déplacés. Des hommes armés ont une fois de plus attaqué la population de Seitenga, près donc de la frontière à la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin, rassemblant fort des représailles et qui fait suite donc à une attaque contre la brigade de gendarmerie de cette commune. C'était donc jeudi dernier. Mamoto revient justement sur cette attaque. Encore une nuit sanglante au Burkina Faso. La nuit de samedi 11 à dimanche 12 juin, les populations de Ketenga ont subi une attaque des hommes armés. Selon des témoins, cela fait plusieurs jours que ces assaillants harcelaient les populations. Aucun bilan n'a pu être établi pour le moment. Au regard de la complexité de la situation, selon le porte-parole du gouvernement, après l'attaque contre la brigade de gendarmerie, jeudi dernier, les forces armées sont venues en renfort et ont effectué un ratissage dans la zone. Elles sont reparties sur Dori en compagnie des forces de police et de gendarmerie. D'après le gouvernement, ces hommes armés ont fait irruption dans la commune de Seitenga
pour s'en prendre aux populations civiles. Cette fois, ils sont revenus en grand nombre, précise une source sécuritaire. Un ancien élu de la région, jouant sur place, raconte que les témoins ont dénombré plusieurs corps dans un seul quartier de la ville suite à ces représailles des groupes armés. La situation a provoqué un déplacement des populations de cette commune vers Dori, à une quarantaine de kilomètres. Nous avons discuté avec les rescapés. Les groupes armés sont arrivés dans la ville de Seitenga le samedi aux environs de 17h. Et c'est là véritablement que le carnage a commencé parce que, semblerait-il, ils ont commencé à tirer à vue sur tous les hommes, en tout cas, qu'ils ont pu voir. Aussi, nous avons appris que les groupes armés ont donné un ultimatum de vider les localités parce qu'ils promettent de revenir pour terminer le travail s'ils trouvent en tout cas des personnes encore à Seitenga. Des blessés ont été transportés dans les centres de santé pour être pris en charge. Les populations de Dori craignent que leur ville soit insuffisante pour recevoir ces déplacés. Aujourd'hui, les gens sont dans un état psychologique assez difficile parce qu'ils ont peur et ils se demandent même si Dori va être suffisant. Est-ce qu'on ne va pas devoir aller ailleurs encore parce que Dori semble être très proche du lieu du drame et on ne sait pas ce qui pourrait arriver demain. Depuis 2015, le Burkina Faso fait l'objet d'attaques terroristes qui jusqu'ici n'ont pas exprimé leur véritable explication. Toujours en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour parler de la 6e Assemblée générale des médiateurs de l'UEMOA, car la situation socio-sécuritaire du Mali, du Burkina Faso, était donc au cœur de ces assemblées générales des médiateurs, des médiateurs justement des républiques et pays membres de l'UEMOA, laquelle s'est donc ouverte mardi dernier à Ouagadougou et s'est donc achevée le 11 juin dernier. Une assemblée qui a donc pris fin par un appel de la CEDEAO pour une levée des sanctions contre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Koumabité pour plus de détails. 6 pays étaient invités à cette 6e Assemblée générale des médiateurs de la République des membres de l'espace UEMOA. Au cœur de cette assemblée, la situation sociopolitique du Mali et du Burkina Faso sur la levée des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre les deux pays. Nous pensons que c'est une des décisions, des sanctions les plus, permettez le mot, tout à fait inutiles et nous-mêmes qui soient. Parce que nos espaces communautaires, du moins nos institutions communautaires, sont, ne serait-ce que pour le cas de la CEDEAO, sont d'abord dirigés vers les peuples. Depuis la prise des mesures sur le Mali et le Burkina Faso, sans oublier la Guinée, les 3 pays multiplient sans cesse des stratégies pour maintenir leur économie et satisfaire les besoins de leur population. Leur vision, c'est la protection, le bien-être, la satisfaction des besoins de nos peuples. Aujourd'hui, devant une telle sanction où on manque de tout, depuis l'alimentaire, c'est pratiquement des atteintes aux droits de l'homme. C'est pour ça que nous sommes sentis forts d'appeler de lever incessamment ces sanctions. La dernière assemblée fut organisée par le président de transition burkinabé. Des remerciements des organisateurs des 3 pays à l'endroit des présidents de transition pour leur engagement ferme et le changement de l'Afrique. Et donc, du côté de la Tanzanie, l'opposition est appelée à un retour au pays, parlant justement des membres des partis politiques d'opposition et donc ces exilés politiques du Chadema, puisqu'il s'agit de cette formation politique, sont donc appelés à rentrer au pays. C'est une main tendue de la présidente de la Tanzanie, son Excellence Samia Suluhu Hassan, qui veut rétablir le dialogue avec l'opposition qui a souvent manqué du temps de son prédécesseur et donc apaiser les divisions qui règnent dans le pays. Kouetou nous en dit plus. En tant que parti politique, nous appelons nos membres à revenir, après que le gouvernement nous a assuré la sécurité, a déclaré John Nika, le secrétaire général de Chadema, le principal parti d'opposition de Tanzanie. Cet appel de retour au pays des membres exilés de Chadema, publié sur le réseau social Twitter, intervient 2 jours après que le ministre tanzanien des Affaires intérieures, Ahmad Moussaouni, a déclaré devant le Parlement que la Tanzanie est sûre et les personnes parties à l'étranger pour des raisons de sécurité devraient revenir afin que nous construisions notre nation ensemble. Une action qui s'inscrit dans la volonté de Samia Suluhu Hassan, l'actuel président de la Tanzanie, à tendre la main à l'opposition.
su depuis son accession au pouvoir le 19 mai 2021 en lieu et place du très autoritaire John Magufuli. La présidente Samia Suluhu entend redorer le blason de son prédécesseur surnommé le bulldozer à cause de sa gestion autoritaire du pays. Elle a d'ailleurs rencontré en février 2022 à Bruxelles en Belgique Tunduliso, candidat à l'élection présidentielle de 2020 contre John Magufuli, qui avait dû s'exiler après plusieurs tentatives d'assassinat. Samia Suluhu, qui, à la suite d'un dialogue avec les leaders Tchadema, a promis aux Tanzaniens d'apaiser les divisions du pays. En Éthiopie, nous parlons du conflit tigréen avec justement le processus mené par l'Union africaine qui semble tout simplement porter ses fruits. Donc l'espoir est permis dans cette partie du continent africain. Une trêve humanitaire est donc en place depuis le mois de mars dernier. Et donc le Premier ministre Abiy Ahmed et les insurgés du nord du pays devraient en principe se rencontrer d'ici la fin de ce mois en cours du côté de la Tanzanie. Et donc Ntiama revient justement sur cette nouvelle qui semble apporter du sourire. Police entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. D'après plusieurs diplomates africains et occidentaux, les discussions pourraient commencer dès la fin du mois de juin en Tanzanie, probablement dans la ville d'Arusha, connu pour avoir déjà accueilli le processus de paix rwandais en 1993. À l'origine de ce rapprochement, Olusegun Obasanjo, l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique de l'Union africaine, qui a multiplié ces derniers mois les allers-retours entre Addis Abeba et Makale, la capitale provinciale du Tigré. Soutenu en coulisses par des chancelleries occidentales, l'ancien président nigérian, âgé de 86 ans, plaide depuis septembre 2021 pour un cessez-le-feu permanent et complet entre les autorités fédérales éthiopiennes et les rebelles. La guerre, lancée en novembre 2020, a déjà fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et plongé le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. Telle qu'elle se dessine, les tractations à huis clos devraient réunir 2 délégations de 5 membres chacune. Si la signature d'un cessez-le-feu, un accord sur les livraisons humanitaires et la reprise des services élémentaires, électricité, banques, carburant, sont clairement sur la table, les questions territoriales, elles, ne devraient pas être abordées. Pour l'heure, les deux camps se font discrets sur d'éventuels pourparlers. Mais le changement de ton est palpable dans les couloirs du gouvernement fédéral. La porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed, Biéné Seyoum, a déclaré lundi 6 juin que le gouvernement adoptait une posture pacifique et qu'ils étaient entièrement engagés dans l'initiative de paix de l'Union africaine. Un volontarisme affiché, non dénué de... Vivement que ce conflit qui a démarré du côté bien sûr du Tigré en novembre 2020 puisse trouver une véritable solution et que la paix revienne tout simplement entre tous les habitants de ce pays, de la Corne de l'Afrique. En Afrique centrale justement, nous sommes au Cameroun pour parler de la Caisse nationale de prévoyance sociale avec bien sûr l'identification physique des pensionnés âgés donc de plus de 70 ans et plus. Il faut donc le dire, la CNPS lance un avis à tous les pensionnés âgés de 70 ans et plus à se soumettre donc à l'exercice d'identification physique. L'objectif de cet exercice est de rassurer l'effectivité de leurs pensionnés. Plus de précision avec vous, Bis Kolo. Évaluer sa vision managériale centrée sur la discipline, l'éthique, la performance et la modernisation, la Caisse nationale de prévoyance sociale renforce son dispositif managérial. Et pour l'atteinte de ces objectifs, invite les personnes âgées de 70 ans et plus à se rapprocher de ces services décentralisés, précisément dans leurs différents centres de prévoyance sociale de rattachement. Munis d'une carte nationale d'identité, ceux-ci devront alors procéder à la phase d'identification physique dans la période allant du 1er au 30 juin 2022, sous peine d'une suspension de leurs droits dès le 1er juillet de la même année. Pour son directeur général, l'ambition reste la même. Alors Olivier Mokoulumbondo entend par là même faire de la CNPS une entreprise au sens complet du terme. Par conséquent, un organisme irréductiblement tourné vers
l'efficacité opérationnelle, la qualité de service, l'efficience et l'innovation. Si vous nous rejoignez à l'instant, chers téléspectateurs, sachez-le, vous êtes sur For You Télévision et c'est le grand journal qui se poursuit cette fois-ci avec le sport. Et nous parlons, comme annoncé en titre encore, de football avec la question qui est donc posée, est-ce que les joueurs africains de football sont au cœur d'une marginalisation ou encore de racisme au regard effectivement des différentes cérémonies qui récompensent donc ce qui est appelé Ballon d'or mondial, car on se rappelle que le 10 juin dernier, l'Égyptien Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur du championnat anglais. Une consécration qui vient couronner une saison réussie durant laquelle l'Africain a donc inscrit 24 buts, terminant par ailleurs meilleur buteur du dit championnat. Autant de performances qui ne seront vraisemblablement pas prises en compte lorsqu'il faudra désigner le meilleur joueur du monde. Une situation qui nous pousse donc à nous intéresser sur la problématique des joueurs africains en Europe, eux qui sont toujours pas considérés à leur juste valeur. L'analyse de Ngueni. Que faut-il faire? Sur quelle planète et avec quel genre d'extraterrestres faut-il jouer pour bénéficier de la prestigieuse récompense individuelle au monde, le Ballon d'or France Football? Ce trophée qui échappe aux footballeurs africains semble être plus que jamais l'apanage des autres, une incongruité au regard des performances affichées jusqu'ici. Des statistiques collectives et individuelles ahurissantes, des trophées glanés en club. Pourtant, lorsqu'il s'agit de délibérer, ils sont écartés sans toute autre forme de procès. Autant de faits qui nous poussent inéluctablement à le dire sans mâcher nos mots. Les footballeurs africains sont sous-cotés. Un manque de considération qui suscite en outre plusieurs autres interrogations. Comment comprendre, par exemple, que depuis 1995, aucun joueur du continent ne s'est ici dans le top 3. Et oui, 27 longues années de dur labeur durant lesquelles ni Samuel Eto'o, ni Didier Drogba, ni Mohamed Salah ou encore Sadio Mané n'ont réussi à se démarquer, à en croire France Football. Pire encore, aucun d'eux n'a accroché le podium avec une regrettable 4e place pour tous. Ce qui suscite plusieurs autres interrogations et interpelle, notamment sur la place du footballeur africain dans le football mondial. En attendant l'édition de 2022 où le Français Karim Benzema semble détenir la faveur des pronostics, l'on est en droit de se dire que l'issue du Ballon d'or France Football reste dépendante de la subjectivité. Ici, on crie, on saute, on vote pour celui qu'on aime. Qu'il soit le meilleur ne compte que trop peu. Un footballeur africain soumis à un suffrage européen part donc forcément avec un désavantage. La seule façon pour lui d'être sûr de triompher, c'est de réaliser des performances du niveau de Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi. En somme, être supérieur ne suffit pas. Le footballeur européen, évoluant en Europe, doit tout simplement se montrer stratosphérique. Et même jusque-là, on a l'impression que ça ne suffit pas. Et donc, à 20h, passé donc d'un peu plus de 29 minutes en Afrique centrale, ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Prenons rendez-vous pour les autres éditions. Bonsoir.